bonsoir. Euh, Effectivement, bon, ma position ici est un peu particulière parce que je ne parle pas, je vais pas parler de mes racines, mais je vais parler en fait des racines de populations auxquelles je me suis consacré effectivement depuis, en fait, j'ai recalculé, c'est pas 40 ans, ça fait 36 ans. En fait, ça fait quand même déjà un bon moment. Euh, J'en parle en anthropologue, j'en parle pas en originaire de cette société. C'est effectivement une société. Je vais pas vous faire l'ethnographie de cette société. Il n'est pas question ici de faire une grande conférence. C'est une petite société, donc les Huigniers, comme on l'a rappelé, qui en fait sont mieux connus sous le nom de Co. Les Mossis en général les appellent les Co. C'est pas le nom qu'ils se donnent. Huigné, en fait, l'étymologie de Huigné, c'est simplement, comme dans beaucoup de populations, Wo Nienema. Donc les hommes, Wo c'est Dieu, et Nienema c'est les gens de Dieu, qui est une dénomination assez classique. Alors je me suis intéressé à. Alors l'anthropologie, c'est un domaine très vaste. On peut faire pas mal de choses en anthropologie. Je dirais, il y a à boire et à manger dans ce domaine-là. On peut finalement faire des études sur ces sociétés qui sont des études dans lesquelles on se reconnaît. Parce que partout, si vous voulez, on trouve dans le monde, on trouve des gens qui ont des intérêts, qui sont dans des rapports de force, qui sont dans des rapports de pouvoir. Et les Huigniers n'échappent pas, évidemment pas à ce genre de pratique. Donc, on peut, quand on fait de l'anthropologie, se contenter de travailler sur les rapports de force, sur les stratégies, sur les pouvoirs politiques, sur l'histoire, etc. Et on peut se reconnaître, puisque finalement, on est nous aussi des gens pleins d'intérêts, pleins de rapports de pouvoir, pleins de stratégies, etc. On peut aussi étudier, faire de l'anthropologie, je dirais, dans une perspective de ce que Roger Bastide, un anthropologue français, appelait l'éclairage en retour. C'est-à-dire cette idée que étudier les sociétés africaines. Pardon? Ah, pardon. C'est vrai, je suis très loin. Je me laisse emporter. Étudier les sociétés africaines, qui sont évidemment différentes, qui ont un rapport différent entre, par exemple, le domaine social et économique, peut être intéressant, y compris pour questionner les sociétés modernes européennes. Et donc, il y a eu aussi toutes sortes de travaux qui se sont engagés sur cette piste-là en disant ces sociétés africaines sont intéressantes en soi parce qu'elles ont développé d'autres modèles sociaux, d'autres manières finalement de combiner l'économique et le social qui est intéressante à étudier et qui éventuellement peut être considérée comme une base critique par rapport à la société moderne, à la société capitaliste, etc. Dans ce type d'approche, on reconnaît ces sociétés, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas exotiques, elles ne sont pas différentes. On reconnaît les rapports de force, on reconnaît les rapports entre économie et sociale, etc. Sur quoi je m'attache depuis des années, j'ai fait beaucoup de choses dans ma carrière, je n'ai pas travaillé sur un seul sujet dans cette population-là. Je me suis intéressé aux questions funéraires, donc aux grandes funérailles, aux rites funéraires, notamment aux rites animistes funéraires, et aux théories des rapports entre le corps et l'âme qui sont impliquées en fait dans ces rites funéraires. Et c'est là, au fond, où on se dit que l'anthropologie permet de refléter, de donner une image de ces sociétés dans lesquelles on ne se reconnaît pas. Et finalement, c'est pour ça qu'on passe 36 ans, comme je l'ai fait, à travailler sur ce genre de terrain. C'est parce qu'en fait, ce type de société, lorsqu'elles mettent en scène ce type de pratiques, ces rituels, sont tellement étranges, tellement exotiques, tellement difficiles à comprendre, qu'il faut beaucoup de temps en fait, pour se mettre au service de ces sociétés et d'essayer, au fond, d'en dégager le sens. Au fond, pour moi, l'anthropologie, c'est d'abord l'humilité de devoir se mettre au niveau de ce que les gens ont à nous dire. Les paysans de base, les devins, les gens avec qui je travaille, les aînés, les chefs de terre, les maîtres de l'eau, etc.,
sont des gens qui parlent facilement. Simplement, on finit assez vite par les lasser si on leur pose des questions assez inintéressantes. Donc il faut constamment se mettre, nous, au niveau intellectuel de ce qu'ils ont, nous, à nous dire. D'accord ? Et c'est ça qui prend du temps. C'est pour ça que, finalement, depuis des années, je travaille effectivement à faire la place en moi de ces informations qui doivent me venir, qui doivent m'être transmises et que je dois analyser au meilleur de ce que les gens nous disent. C'est-à-dire, pour moi, finalement, le seul intérêt, c'est d'être au niveau et de la seule responsabilité morale qu'on a par rapport à ces populations, c'est finalement eh bien de restituer le plus fidèlement possible ce qu'ils ont à nous dire et ne pas faire des interprétations erronées ou des interprétations rapides, etc. Deuxième thème sur lequel, alors, je dirais que sur la réflexion sur les racines, sur la question des racines, si je reprends quelques instants le cas de ma société d'études, en fait, c'est des gens, je réussi à reconstruire un petit peu l'histoire, c'est une société, ce qu'on appelle en anthropologie une société de la frontière. C'est-à-dire, en fait, c'est des gens qui sont arrivés, c'est en fait Boromo, c'est on dirait la capitale du pays huinier. Donc Boromo, c'est pas une ville spécialement enclavée, hein, c'est une ville qu'on visite lorsqu'on passe entre Ouaga et Bobo. Il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Et ce sont des gens, des populations qui se sont installées donc au long du Mouhoun, sur la rive droite du Mouhoun, à partir, je dirais, de la fin 17e. Et c'est des populations extrêmement mélangées. En fait, les Huiniers, en tant qu'ethnie, sont constitués de petits groupes qui ont fui souvent leur société d'origine. Et vous trouvez dans ce groupe, par exemple des Peuls, des Nouna, des Mossi, des Dagara, bref, des Boaba, toute une série d'ethnies qui sont venues en fait composer finalement cette ethnie originale à partir du XVIIe siècle. Ce qui veut dire aussi que les racines de ces populations-là sont très mélangées. Et si vous étudiez très précisément les différents aspects de leur vie sociale, rituelle, symbolique, etc., vous vous rendrez compte par exemple que, par certains aspects du pouvoir politique, ils ressemblent beaucoup aux Mossi. Par exemple, la manière dont ils considèrent que le néré est une culture des hommes, il ressemble effectivement, il faut une production qui est réservée aux hommes, il ressemble beaucoup aux Mossi. Par d'autres aspects, par exemple les aspects rites liés à la première grossesse, eh bien, ils ont un peu les mêmes rites que les Dagara et les Lobi. Si vous prenez les masques, je ne sais pas si on a... il y a une série de photos qui ont été prises sur le terrain et qui datent de 85. En fait, c'est un de mes premiers terrains. Vous allez voir qu'il y a quelques photos de masques. Si vous prenez par exemple le système des masques, voilà, en voilà un. C'est typique de la société de Nouna. En société de Nouna, vous retrouvez exactement les mêmes, ou pratiquement les mêmes types de masques. Donc, en fait, c'est une société, on pourrait dire, faite de pièces et de morceaux. Hein. L'intérêt, c'est effectivement de montrer que, à partir de ces pièces et de ces morceaux différents, à partir de ces éléments composites, finalement, est née une société originale avec sa langue originale. Bon, ça, c'est le premier aspect sur lequel je voulais insister. Alors, l'autre aspect, c'est les questions du changement dans ces contextes-là. Alors, d'une part, on pourrait dire que les Huiniers, comme beaucoup de sociétés, ont finalement des dispositifs pour faire face au changement. Dans la mesure où, dans ces sociétés, ce qui est important, ce n'est pas les baptêmes ou les mariages, mais c'est les funérailles. En fait, c'est dans le domaine funéraire et dans le domaine des rites funéraires qu'en fait se passent les plus grandes pressions, à la fois économiques, sociales, mais aussi les plus grands changements. Et en fait, Huinier avait un mécanisme de régulation, on pourrait dire, des changements. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que la vie actuelle, c'est difficile, c'est compliqué, on n'a pas d'argent, on arrive difficilement à réunir les gens,
et puis de toute façon, ça coûte cher, surtout les rites funéraires en milieu animiste. Et donc ils avaient une institution qui était l'institution du chef de terre. Le chef de terre, quand il est intronisé, tous les chefs de terre ne sont pas intronisés, mais s'ils subissent une intronisation, en fait, ils peuvent réguler, changer les règles en matière de rites funéraires. Par exemple, ils peuvent décider que, au lieu d'avoir un mois de funérailles où on doit recevoir les filles des oncles maternels, les filles des oncles maternels du père, les filles des oncles maternels de la mère, les beaux, etc., eh bien, on va réduire ça à une semaine. Tout ça simplement pour que les coûts économiques pour la famille du deuilleur soient moins importants. Donc on a, si vous voulez, en interne, des dispositifs qui permettaient effectivement, finalement, de faire face aux pressions des changements liés à la modernité. Maintenant, ce qui se passe, et qui est beaucoup plus compliqué, c'est que, évidemment, les changements ne portent pas seulement sur les funérailles. Il y a par exemple un domaine, enfin, je dirais, la définition même du bon huinier, de l'homme huinier, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes, c'est l'homme qui charge le monde. Hein, l'homme qui charge le monde sur sa tête. Et au fond, c'est pas très différent, je dirais, de la conception de Sankara et l'idée de l'esclave du peuple. Pour moi, c'est un peu la même chose. Simplement que ces questions de responsabilité, cette manière, cette volonté d'assumer la responsabilité est de plus en plus rare. En fait, l'homme qui chargeait le monde, c'était quelqu'un qui souvent faisait appel à ses aînés ou à ses chefs, qui eux-mêmes faisaient appel, je dirais, à la religion, aux esprits, aux génies, aux fétiches, etc. Et c'était dans ces contextes-là que se faisait finalement la charge du monde. La charge du monde, on avait à charge le monde, et on avait à charge le monde à travers effectivement une série de relations entre les hommes, entre les jeunes et les vieux, et entre les vieux et les esprits, les fétiches, etc. Évidemment, le monde moderne, c'est un monde qui n'est pas très compatible avec ce type de philosophie, je dirais. Et on a de plus en plus de gens qui se défilent, qui ne veulent plus être chargeurs du monde, qui veulent simplement penser à eux, à faire ce qu'ils ont envie de faire, et pas grand-chose d'autre. Et effectivement, je dirais, une grande partie de ce qui se passe actuellement, enfin de ce qu'on voit se dérouler, je dirais, journellement devant ses yeux, quand on est assez observateur, c'est notamment la fin des rites funéraires traditionnels, et puis, je dirais des pressions. Alors, j'ai appelé ça, on est dans une situation dans laquelle on est dans des phénomènes de crise d'engendrement. C'est-à-dire, au fond, la société n'est plus en état, finalement, de générer des règles pour faire face au changement, parce que le changement, il est trop rapide, il concerne trop de secteurs à la fois, pas seulement les funérailles, mais d'autres secteurs, et puis qu'il est multiforme, d'accord? Et j'observe de plus en plus de situations dans lesquelles, par exemple, je vois un jeune qui va voir ses vieux. C'est pour ça que je dis qu'on est dans des crises d'engendrement. Les crises d'engendrement, c'est des crises dans lesquelles, finalement, les enfants deviennent les parents de leurs parents. Et une scène typique de ce genre de situation dans lesquelles les enfants deviennent les parents de leurs parents, c'est des enfants qui viennent dire à leurs vieux, à leur père ou à leur mère, dépêche-toi de te convertir à l'islam ou au christianisme, parce que moi, je n'ai pas les moyens de te payer des cérémonies coutumières, et donc tu n'auras rien du tout si tu ne le fais pas. D'accord ? Et on est de plus en plus dans ce genre de situation actuellement. Donc on est véritablement dans des crises d'engendrement qui sont extrêmement douloureuses, enfin difficiles à gérer. Dernier point sur lequel je voudrais parler ce soir, c'est en tant qu'anthropologue, j'ai cherché tout le temps finalement à être en relation avec les gens, bien évidemment, mais surtout finalement à être dans une relation de don contre don. J'ai embêté tous ces gens-là depuis des années, à leur poser des questions innombrables sur des tas de sujets, etc., à observer leurs rituels, tout ça. Et finalement, qu'est-ce que je pouvais leur donner en retour? Et comme c'est une société à masque, je me suis dit, à un moment donné, que ça pourrait peut-être pas être pas si mal de faire un festival de masques.
Et bon, j'ai réussi à trouver un peu de sous du côté de la Suisse, ils ont accepté effectivement de financer un festival de masques, ce qui s'est passé sur une dizaine d'années, donc avec une conception un peu originale. Il ne s'agissait pas de réunir tous les masques à Boromo, mais d'essayer d'avoir une espèce de festival itinérant dans 4 villages différents qui permettaient, chaque village permettant de regrouper différents villages entre eux. Et finalement, on avait un festival itinérant sur 4 jours. Alors pour moi, au départ, c'était une opération vraiment de contre-don. J'avais trouvé ça comme manière finalement de remercier ces gens avec qui je travaille et que souvent, comme je disais, j'embête avec mes questions innombrables, inappropriées, bizarres, etc. Mais je me suis rendu compte, et c'est là où la question des racines est intéressante, parce que les racines, bien évidemment, c'est des racines internes, mais quelque part, le regard externe, et je dirais de plus en plus d'ailleurs, le regard externe sur ces racines, compte énormément dans la reproduction et dans la consolidation de ces racines internes. Au fond, ce que les gens m'ont dit, au bout de quelques temps qu'on avait commencé à faire ces différentes journées de festival, c'est enfin, on a notre projet. Les musulmans ont leur projet, les chrétiens ont leur projet, et nous, les animistes, on a notre projet. D'accord? Et c'était ça, pour eux, enfin, ce langage-là, c'était vraiment dans ce langage-là qu'ils en parlaient. Hein, et ça veut dire qu'effectivement, les luttes sont fortes, hein, je dirais les guerres de religion sur le terrain sont fortes. Et effectivement, ce festival, moi, je ne l'avais pas perçu comme ça. Hein, je n'avais pas fait ça du tout dans une perspective de consolider quoi que ce soit ou d'affaiblir quoi que ce soit d'autre. Hein. Mais je me suis rendu compte que c'était effectivement comme ça que c'était réinterprété. Alors, il ne faut pas trop non plus être... enfin, il faut rester assez mesuré dans ce genre de succès, parce qu'en fond, la culture, par définition, ça ramène, c'est pas des activités génératrices de revenus. Hein, c'est pas avec la culture que vous pouvez financer, autofinancer des événements comme cela. Donc quelque part, quand vous commencez un festival de Vasque, l'idéal, ce serait de jamais s'arrêter. Alors vous savez que les bailleurs, ils fonctionnent pas comme ça. Les bailleurs, ils financent pendant 4 ans ou 5 ans. Ils financent pas sur 50 ans. D'accord. Et donc, effectivement, en même temps que on voit bien, je suis très très content de cette opération parce qu'effectivement, j'ai eu l'impression de pouvoir articuler une demande interne avec mon besoin externe de rendre quelque chose. En même temps, les gens me disent sur le terrain, tu as enterré un cadavre, mais les pieds continuent de se ressortir. Et donc, il faut enterrer le cadavre, réussir à enterrer aussi ses pieds. C'est pas évident. Heureusement, la mairie de Boromo a décidé de reprendre en charge effectivement cette opération. Donc, quelque part, on peut imaginer pouvoir continuer effectivement dans la durée à avoir ce type de force externe qui vient, pour certains aspects, j'irais retarder un petit peu le délitement complet de cette société sur le plan culturel. Merci.